L'intelligence artificielle, on a l'impression que le sujet est partout, tout le temps, Mhm. mais au-delà des fantasmes de science-fiction, elle est déjà là, elle transforme notre monde. Elle est au cœur de tout. Et au cœur d'une nouvelle et immense compétition mondiale. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse en profondeur de la géopolitique de l'IA. Un sujet passionnant, Pour nous guider, on a une source précieuse, le livre Géopolitique de l'intelligence artificielle de Pascal Boniface et Victor Pelpel. une excellente base, L'objectif, c'est vraiment de décrypter ensemble comment cette technologie est en train de rebattre les cartes du pouvoir entre les nations, de redessiner l'économie et de s'infiltrer dans nos vies, tout simplement. dans le quotidien. Et ce qui est frappant d'entrée de jeu, c'est que le livre nous place face à un dilemme vertigineux. D'un côté, l'IA est présentée comme une sorte de corne d'abondance. La promesse de tout régler. Exactement. Et de l'autre, une menace, avec des scénarios de surveillance qui feraient passer le 1984 d'Orwell pour un conte de fées. C'est un peu ça, oui. C'est cet écartelement qui va nous servir de fil rouge. D'accord. Alors, pour commencer, il faut peut-être poser les bases. Qu'est-ce que l'IA au juste? C'est la question fondamentale. Le livre assiste là-dessus. C'est pas un objet simple à définir comme la machine à vapeur. C'est un concept qui n'arrête pas d'évoluer. C'est ça. Mais l'idée de départ, elle, reste la même depuis le début. Simuler l'intelligence humaine dans une machine. C'est une quête qui ne date pas d'hier, d'ailleurs. On remonte à quand? Peut remonter aux années 50 et à une figure tutélaire, Alan Turing. Ah oui, Turing. Son article Computing Machinery and Intelligence pose la question qui lance tout. Les machines peuvent-elles penser? Pour y répondre, il imagine le fameux test de Turing. Le test où un juge doit distinguer un humain d'une machine. Exactement, il discute à l'aveugle avec les deux. S'il n'y arrive pas à savoir qui est qui, la machine a réussi le test. C'est l'acte de naissance philosophique de l'IA. Et le terme lui-même, intelligence artificielle, il apparaît quand? Juste après, en 1956, lors de la conférence de Dartmouth. C'est là que ça devient un vrai champ de recherche. D'accord, Et ce qui est passionnant, c'est le contexte de l'époque. On est en pleine guerre froide. bien sûr. Et année suivante, en 57, c'est le moment Spoutnik. Le satellite soviétique. Oui, et c'est un choc monumental pour les États-Unis. Une humiliation. En réaction, Washington crée la DARPA, l'agence de recherche de l'armée, et injecte des fonds colossaux dans la tech. Pour ne plus jamais se faire distancer. C'est ça, donc l'IA, dès ses premiers balbutiements, est un enjeu géopolitique, une arme dans la compétition entre superpuissances. On voit bien les racines militaires, stratégiques. Si on avance un peu, il y a des moments clés qui ont montré au grand public que quelque chose était en train de se passer. Je pense à 1997. Ah oui, l'affrontement entre Deep Blue, le superordinateur d'IBM. J'ai Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs. Voilà, Et Deep Blue gagne. J'imagine le choc à l'époque. c'était un séisme. La première fois qu'une machine battait le meilleur joueur humain dans des conditions de tournoi. Un choc immense, oui. Parce que les échecs, c'était pas juste un jeu. C'était vu comme le sommet de l'intellect humain, de la stratégie, de l'intuition. Et là, une machine, purement calculatrice, venait de détrôner le roi. C'était bien plus qu'une partie d'échecs. C'était un basculement symbolique. Et à peine plus de 10 ans plus tard, en 2011, autre symbole, Watson, encore IBM, qui gagne au jeu télé Jeopardy. Et là, ce qui est fou, c'est que ça demande de la nuance, de la culture, de comprendre les jeux de mots. On n'est plus dans le calcul pur. C'est une étape cruciale, oui. Mais le véritable tsunami technologique, celui qui explique l'explosion d'aujourd'hui, c'est le passage du machine learning au deep learning. Il faut qu'on explique la différence. Alors, le machine learning, ou apprentissage automatique, c'est quand on nourrit une machine avec des données, mais en lui donnant aussi des règles. L'humain est là pour guider, pour étiqueter, pour corriger. C'est un peu comme si on apprenait un enfant à reconnaître une pomme en lui montrant des photos et en lui disant à chaque fois « ça, c'est une pomme ». C'est une bonne analogie, oui. Maintenant, le deep learning, l'apprentissage profond, là, c'est une toute autre dimension. C'est-à-dire? On donne à la machine une quantité astronomique de données, des millions d'images, de textes, mais sans lui donner de règles. D'accord. Et la machine va apprendre seule, en totale autonomie, à trouver des motifs, des structures. Elle n'a plus besoin de l'humain à chaque étape pour lui dire quoi chercher. Elle découvre les règles elle-même. Attendez, le livre donne un exemple qui me paraît dingue. En 2012, Google Brain. Oui, Des chercheurs laissent le programme analyser des millions d'images de YouTube, sans aucune consigne. Et à la fin, le programme a appris tout seul et identifié un chat. C'est bien ça, hein? Personne ne lui a jamais dit ce qu'était un chat.
C'est bien exactement ça. En analysant des millions de vidéos, l'algorithme a compris qu'il y avait un motif récurrent, un objet avec des moustaches, des oreilles pointues. Il a inventé le concept de chat. C'est vertigineux. C'est ça la puissance du deep learning. Et d'ailleurs, on peut être fier. L'un des 3 pères fondateurs de cette révolution, c'est un chercheur français, Yann LeCun. C'est presque de la magie. Et cette révolution technique, elle en amène une autre, au niveau de nos sociétés. On en revient à notre dilemme de départ. Est-ce que cette puissance, elle va nous apporter la prospérité pour tous ou... Ou creuser les inégalités. C'est la question à 1000 milliards. Et les études disent quoi? Elles sont très partagées. D'un côté, on a des chiffres qui donnent le tournis. Le cabinet McKinsey, par exemple, estime que l'IA générative pourrait ajouter jusqu'à 400 milliards de dollars à l'économie mondiale, chaque année. 400 milliards. Et le Forum économique mondial parlait de 58 millions d'emplois nets créés. Donc sur le papier, c'est la corne d'abondance. La richesse est là. La richesse est là, potentiellement, mais le livre est très clair là-dessus. Le vrai défi, c'est pas la création de richesse, c'est sa répartition. Ah. L'IA est un outil formidable pour concentrer la richesse, mais pas pour la distribuer. Qui va capter ces gains? Une poignée d'acteurs surpuissants ou toute la société? C'est une question politique, pas technologique. Et il y a déjà un côté très sombre à cette médaille. L'exemple des micro-travailleurs. C'est glaçant. C'est la face cachée de l'iceberg. On parle de gens au Kenya, aux Philippines, payés quelques centimes de l'heure pour faire le sale boulot des IA. Leur travail, c'est d'annoter des données, de nettoyer les bases d'apprentissage. Et parfois, ça veut dire passer ses journées à regarder et à catégoriser des images d'une violence insoutenable, des scènes de guerre, des contenus haineux. Pour entraîner les IA de modération. Exactement. C'est un prolétariat du clic, invisible et indispensable. On voit bien comment l'IA s'insère dans le travail, mais elle pénètre aussi des domaines très intimes. La santé, par exemple. C'est prometteur, non? Immensément prometteur. C'est déjà un outil d'aide au diagnostic exceptionnel. En imagerie médicale, j'imagine? Oui, elle peut repérer des tumeurs sur une radio avec une précision parfois supérieure à l'œil humain. Elle ouvre aussi la voie à des traitements hyper personnalisés. C'est le côté corne d'abondance à son maximum. Mais risques les éthiques sont à la hauteur des promesses. Le risque d'eugénisme, cette vieille tentation de vouloir créer des surhommes. Et les données? Et surtout, la question des données de santé. Ce sont des informations ultra sensibles qui valent de l'or, qui les possèdent, qui les protègent. C'est un enjeu de souveraineté et de vie privée majeur. Un autre exemple, les villes intelligentes. Là aussi, la promesse est belle. Optimiser les feux, mieux gérer les déchets, la sécurité. La promesse est belle, oui, mais la contrepartie, c'est souvent une surveillance de masse. Des milliers de caméras de reconnaissance faciale, des capteurs partout. On est en plein dans le dilemme du début. Tout à fait. L'IA qui gère les feux rouges, c'est la corne d'abondance. Les milliers de caméras qui nous analysent en permanence, on bascule clairement du côté 1984. Tout ça nous amène au cœur du livre. L'IA comme nouvel échiquier mondial. Voilà. Les auteurs décrivent une course effrénée, avec 2 superpuissances qui se tirent la bourre. C'est une nouvelle bipolarisation du monde, entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis partent avec un avantage. Un avantage colossal. Les GAFAM, Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Ce ne sont plus des entreprises, ce sont des empires qui rivalisent avec les États. En termes de chiffres, ça donne quoi? Pour se faire une idée, leur chiffre d'affaires cumulé en 2023, c'était environ 1 500 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de l'Espagne. C'est énorme. Et en face, la Chine a ses propres champions, les BATX. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ce sont les bras armés de la stratégie de Pékin. Et la Chine, elle a eu son propre moment Spoutnik en 2017. Oui, c'est une anecdote fascinante. Le programme AlphaGo de Google, DeepMind, le DeepMind, une filiale de Google, oui, il affronte Keiji, le meilleur joueur du monde de jeux de Go. Le Go en Asie, c'est bien plus qu'un jeu, c'est un art, un symbole. et Keiji se fait battre à plat de couture. Exactement. Et cette défaite, sur son propre terrain symbolique, a été vécue comme une humiliation nationale au plus haut sommet de l'État chinois. Et la réaction a été immédiate. Lancement d'un plan d'investissement massif pour devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Leur stratégie est double, un moteur de croissance économique et un outil de contrôle social. On a donc ce tableau d'un duel de titans, États-Unis contre Chine. Mais, et l'Europe dans tout ça? On a l'impression qu'elle est un peu spectatrice. C'est la position la plus délicate.
L'Europe a des atouts, notamment la formation. Elle produit d'excellents chercheurs. Le problème, c'est qu'ils partent. C'est ça. On souffre d'une fuite des cerveaux massive vers les États-Unis, attirés par les salaires et les moyens de recherche des GAFAM qui sont sans commune mesure. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Mais est-ce qu'on ne peut pas attirer des talents sur d'autres critères ? La qualité de vie, un cadre éthique plus protecteur ? C'est tout l'enjeu de la stratégie européenne. Ne pouvant rivaliser sur les investissements, l'Europe tente de devenir une puissance de régulation. L'AI Act. L'AI Act, adopté en 2024. C'est une première mondiale. L'idée, c'est de créer une IA digne de confiance. Mais le risque, très bien souligné dans le livre, c'est de tomber dans le piège de la colonie technologique. C'est-à-dire ? C'est un peu comme si on disait « je ne sais pas construire la voiture, mais je vais écrire le meilleur code de la route du monde ». Je vois. Le risque, c'est de finir par arbitrer un match dans lequel on ne joue même pas, en régulant des technologies conçues et maîtrisées à Washington ou à Pékin. Au-delà de la compétition entre États, les auteurs pointent une autre concentration de pouvoir, peut-être encore plus inquiétante. Oui, celle qui se retrouve entre les mains de quelques individus. Les patrons des géants du numérique. C'est un point fondamental. La fortune personnelle d'un Elon Musk ou d'un Jeff Bezos dépasse le PIB de pays comme l'Ukraine ou le Maroc. La différence, c'est le contrôle démocratique. La différence cruciale, c'est qu'un chef d'État est soumis à des contre-pouvoirs, à des élections. Eux, à qui rendent-ils des comptes ? À part à leurs actionnaires. C'est une nouvelle forme d'oligarchie mondiale qui peut influencer le cours du monde sans jamais avoir reçu le moindre mandat pour le faire. Et cette puissance sans contrôle, ça ouvre la porte à des dérives. On parle beaucoup des deepfakes, ces hyper-trucages vidéo. Le livre en rappelle qu'en 2018 déjà, une fausse vidéo de Barack Obama insultant Donald Trump avait été créée pour alerter sur ce danger. Le potentiel de déstabilisation politique à la veille d'une élection est terrifiant, il est immense. Mais le plus fou, c'est que l'inquiétude vient de l'intérieur du système. Oui, la communauté scientifique elle-même est profondément divisée, et des pionniers tirent la sonnette d'alarme. L'exemple de Geoffrey Hinton est le plus marquant. Hinton, c'est l'un des 3 pères du deep learning. Exactement, le parrain de l'IA. En 2023, il a démissionné de son poste chez Google. En disant regretter son travail. Il a déclaré publiquement qu'il regrettait en partie l'œuvre de sa vie. Il craint que l'IA ne devienne un jour un risque existentiel pour l'humanité. Quand le créateur commence à avoir peur de sa créature. Il faut écouter très attentivement. Et il n'est pas le seul. D'autres, comme Elon Musk ou l'historien Yuval Noah Harari, ont signé cet appel pour un moratoire. Un moratoire de 6 mois sur le développement des IA les plus puissantes. L'idée, c'était de faire une pause pour réfléchir aux garde-fous. C'est un signal très fort. Ça montre qu'on ne maîtrise peut-être plus les conséquences. C'est ça. La course à la puissance nous pousse à aller toujours plus vite, sans forcément prendre le temps de la réflexion éthique. Alors, si on essaie de rassembler les pièces du puzzle, en refermant ce livre, on se dit que l'IA, ce n'est vraiment pas qu'une affaire d'ingénieurs. Pas du tout. C'est un enjeu de pouvoir. De société et peut-être même de civilisation. C'est exactement ça. Ce que décrivent Boniface et Pelpel, c'est une révolution totale qui redéfinit l'économie, la guerre, le travail. La compétition sino-américaine est la grande structure qui organise ce nouveau champ de bataille. Et au milieu, l'Europe tente de jouer sa propre partition. Celle de la régulation. Avec le risque d'être marginalisée. Et au final, les questions qui restent ouvertes sont vertigineuses. Comment va-t-on partager les gains de productivité ? Pour que tout le monde en profite. Comment bénéficier des avancées de l'IA sans glisser vers une société de surveillance totale ? Et la question à laquelle personne n'a de réponse. Comment garder le contrôle sur des technologies qui pourraient un jour nous dépasser en intelligence ? Le livre se termine sur une réflexion qui laisse songeur et qu'on peut garder en tête pour la suite. Le défi de savoir réguler sans tuer l'innovation est sans doute l'un des plus grands qui se pose à l'humanité. La vraie question, c'est de savoir si nous avons déjà, ou non, ouvert la boîte de Pandore.